Bonjour à toutes et à tous, mettez-vous d'accord, mardi 30 mai, on est ensemble avec Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS, bonjour. Bonjour. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, bonjour. Noémie Alioua, essayiste, chef de service chez Factuel, c'est un nouveau média. Tout à fait. Sur Internet, un mot sur Factuel. Nouveau média d'enquête et d'investigation, en ligne, sur abonnement. On ne commande pas l'actualité, on la produit, donc on fait vraiment de la recherche, on approfondit les sujets, on essaie d'apporter à la connaissance du public de nouvelles informations. C'est sur abonnement, hein, voilà, tout sur à fait. Internet. Et Jacques Miard, bonjour Jacques. Ave, fraternité. Fraternité à vous également, maire LR de Maisons-Laffitte. Ravi de vous avoir également avec nous ce matin. Le plan du gouvernement contre la fraude sociale. Grande interview ce matin de Gabriel Attal dans Le Parisien. Comment lutter contre la fraude sociale? Plusieurs propositions sont avancées, sont faites. Comme le disait Éric Revel tout à l'heure, on attend de voir comment ça va se mettre en place. En particulier la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité, ça fait partie des mesures. En tout cas, il y a des annonces concrètes. Faut-il instaurer la semaine de 4 jours et puis la vapoteuse bientôt remboursée? C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Santé. C'est son souhait. Maintenant, ça pose un certain nombre de questions. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alors Alexis, je vois coup de gueule Roland Garros. Qu'est-ce qui se passe? Il se passait quoi il y a 40 ans, Valérie? On avait un gagnant, on avait un vainqueur, et depuis rien. Voilà. Donc c'est triste. Bah oui. Donc c'est ça qui vous attriste. On s'en fout. Bah oui. On va être dans la nostalgie là. On va fêter les 40 ans de la victoire de Yannick Noah et ça va être la nostalgie parce qu'on sait que cette année il y aura. Pour prendre un risque, il n'y aura pas de vainqueur français cette année à Roland Garros. Bon, allez, je me lance. Je me lance. Ouais. S'il y en a un, je reviendrai m'excuser publiquement ici même, mais bon, voilà, donc c'est un peu triste. Mais c'est vrai ce qui est triste aussi, c'est qu'on ne connaît pratiquement pas les joueurs. Enfin, avant, il y avait une sorte de ferveur. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de ferveur. Parce qu'il y a moins de performance. Ouais. On connaît les joueurs qui gagnent. Ouais. Vous voyez, quand on perd au premier tour. Ça remet un peu de. Après, il y a peut-être un espoir, c'est que. J'ai regardé hier à la télé, il y a de jeunes joueurs de 18, 19, 20 ans qui ont l'air d'être très talentueux. Peut-être une nouvelle génération va prendre la relève et qu'on aura parmi eux vraiment quelqu'un qui pourra espérer remporter des tournois du Grand Chelem et en particulier Roland Garros. Oui, mais ils sont bons au début, puis après on les perd. Voilà, c'est un peu ça c'est un peu ça qui est dommage. Ils confirment pas toujours nos espoirs. Il faut les français. Envoyer chez les Nadal en Espagne. Je ne sais pas où il faut les envoyer en stage en Espagne ou en... Vous en foutez, Jacques Miard, de Roland Garros? Non, mais je préfère crois les chevaux, que je comprends ce que dit mon ami Alexis. Mais il n'en demeure pas moins être, je dirais, pieds et mains liés à des victoires sportives, non, c'est pas nem circenses. Il y a un moment, la gloire de la France, moi je préfère qu'on baisse le chômage, je préfère qu'on ait la sécurité. Il faut pouvoir rêver aussi, enfin. Je préfère le divertissement, Jacques, c'est bien aussi et de manger, hein. Je trouve franchement là qu'on mélange un peu les genres. Bien sûr, on a perdu de nombreuses fois, et on recommence et on réattaque. C'est comme la politique finalement, le sport. Ouais, absolument, absolument. Un mot quand même sur Et comme le journalisme. Comme le journalisme, voilà, que le mondial de foot féminin en France n'a toujours pas de diffuseur. Alors on avait Laurent Luyat la semaine dernière ici à ce micro qui disait oui, mais c'est parce que c'est très cher que c'est diffusé la nuit. Sauf que ce matin, je vous encourage à lire Marinette Pichon dans Le Parisien, qui est quand même très très étonné qu'il n'y ait pas à l'heure où on parle de l'égalité homme-femme, etc. C'est quand même étonnant qu'on ne trouve pas d'argent alors que c'est... Oui, mais tout simplement parce que le sport, c'est devenu du fric. Et moi, ça me révolte quelque part. Vous voyez, Jacques, vous avez des indignations. Non, mais j'entends bien, mais moi, je n'entre pas, je dirais, dans cette course au fric pour pouvoir exister dans le monde sportif. Oui, mais c'est du fric qu'on dépense pour les hommes, mais pas pour les femmes. Voilà. Non, mais parce que c'est un problème d'audience, vous le savez bien. Aussi, c'est vrai, mais ça avait plutôt fonctionné la dernière fois. Il y avait eu des bons résultats. Des bons résultats. Même en termes d'audience. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que il y a la FIFA, les chaînes. Enfin, c'est assez complexe. Vous, alors on reste pardon, Jacques Miard, d'être dans des sujets un peu futiles.
Enfin, fut-il encore que ça peut donner occasion, votre coup de gueule à des coups de gueule d'auditeurs qui n'aimeraient pas les férias. C'est ça, donc il y en a peut-être qui pourraient considérer ça comme un coup de gueule, mais moi j'avais envie de mettre à l'honneur aujourd'hui, Jacques, c'est pas très sécuritaire, c'est pas très politique, mais j'avais envie de parler des férias du Sud-Ouest. Dans cette actualité morose, on parle des retraites, on parle de problèmes de pouvoir d'achat, même si je constate quand même, pour être venu en voiture hier, que les plages méditerranéennes et pyrénéennes étaient pleines de voitures, donc je mettrai quand même un petit bémol. Quoi qu'il en soit, le soleil au rendez-vous dans le Sud-Ouest fait que c'est la saison des férias qui a redémarré. Il y a eu les férias de la Pentecôte de Nîmes ce week-end, et il y a eu les férias de Vic-Fezensac dans le Gers, qui est une tradition et qui ouvre un petit peu dans ce côté du Sud-Ouest, eh bien la tradition des férias pour tout l'été. Au-delà de le fait de vouloir perpétuer cette tradition qui existe quand même depuis le 19e siècle dans le Sud-Ouest. Je parlerai pas des corridas, je vais pas énerver tout le monde ce matin. Non. Quoi qu'il en soit, c'est quand même assez symbolique de ce que représente la culture du Sud-Ouest, la convivialité, le partage, le chant. Alors ils se demandent si c'est de l'occitan, du gascon, du basque, mais toute leur spécificité locale et la fierté de leur territoire s'exprime dans ces férias. Donc au-delà de scènes parfois un peu trop éthyliques ou un peu trop corrida, c'est quand même le moyen de se rencontrer et ça fait du bien dans ces moments de notre société où c'est toujours clivant, où on se bat toujours riche, pauvre, urbain, citadin. Là, c'était le pied, donc je voulais vous le dire. Voilà. Bon, très bien. Mais oui, il a raison, mais il y a une grande différence entre justement le Roland-Garros et les fiestas. Absolument. C'est la fête au village avec les fiestas. C'est ancré dans la population et le populaire, tandis que Roland-Garros, c'est le fric à tout va. Eh bien non, il y a une grande différence. Vive les fiestas. Absolument. Je ne sais pas pourquoi il faut opposer les deux. Il y a des gens qui sont heureux à regarder le sport, d'autres qui sont plus heureux à aller faire la fiesta. Roland-Garros, c'est parce qu'il y a des clubs amateurs. Absolument. De toute façon, quand on pourrait aller à Roland-Garros, on ne peut pas se garer. Alors. Non, ça c'est sûr. Prenez l'hélicoptère, Jacques, comme tout le monde. Vas-y en transport, Jacques. Quoi qu'il en soit. Il y a le métro, c'est bien. Oui, mais il est loin, c'est loin pour peut-être. Pour moi, Roland-Garros, c'est la banlieue. Ouais, c'est bon. Noémie, scandale révélé par Factuel, justement votre nouveau média, et Pierre Licia. Tout à fait. Un sujet un petit peu plus grave, c'est donc au sujet de ces nouvelles révélations dans l'histoire des exhumations illégales au cimetière de Pantin qui se font donc à la pelleteuse. Vous avez sans doute vu passer cette vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. Cette vidéo du candidat régional Pierre Licia qui accusait donc la mairie de Paris de ne pas respecter la loi. La ville de Paris a démenti catégoriquement, notamment via l'adjoint chargé des affaires funéraires Paul Simonon. Une semaine plus tard, nous publions une autre vidéo, filmée depuis l'intérieur de ce cimetière de Pantin, qui appartient donc à la ville de Paris, dans laquelle on voit 2 fossoyeurs creuser avec une pelleteuse et en sortir soit des ossements, soit des morceaux, en tout cas en sortir quelque chose. La mairie de Paris a expliqué ensuite dans Libération que cette vidéo était une opération post-exhumation et que la pelleteuse ne venait finalement que retourner la terre avant la prochaine inhumation. Et il s'agissait jusqu'ici de parole contre parole, Pierre Licia contre la ville de Paris. Or, le journaliste Victor Lefebvre, donc de Factuel, s'apprête à publier le témoignage de la personne qui a filmé cette vidéo, une employée du cimetière qui raconte le contexte, pourquoi est-ce qu'elle a décidé de le filmer, qu'il s'agit bien effectivement d'ossements que les employés sont en train de retirer. Et on va publier aussi la suite de cette vidéo dans laquelle on voit distinctivement des os humain. C'est un sujet très grave, c'est un sujet terrible, qui parle de respect aux morts, qui mérite d'être approfondi et qui mérite d'être pris au sérieux par la mairie de Paris et par les autres. Oui, mais c'est vrai qu'on a vu ces vidéos. Jacques Miard, ça vous qui êtes maire, et puis peut-être Alexis. Je découvre le sujet et je ne saurais porter un jugement, mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire effectivement Noémie. Alexis Bachelet. Vous qui êtes adjoint aussi à une mairie, comment ça se passe quand il y a des exhumations? Il y a des règles très, très strictes. Oui, il y a des règles, c'est encadré. Bon, il y a des concessions et à la fin de la concession, oui, il faut sortir les ossements, puisque si les concessions sont pas renouvelées, c'est le principe un petit peu du cimetière, quoi. C'est que c'est pas, vous n'avez pas une place à vie dans un cimetière, et puis après on sait que au bout de plusieurs décennies, s'il n'y a pas de descendants, il y a pas de renouvellement de concessions. Après, ce qui est difficile à comprendre, c'est le contexte, en fait, parce qu'il y a 2 versions. Il y a la version de Pierre Licia qui dit que les pelleteuses sont utilisées pour excaver les ossements.
et d'un point de vue légal, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Et la mairie de Paris dit non. En fait, la pelleteuse, les ossements ont déjà été retirés. La pelleteuse, elle retourne la terre, sachant que quand la pelleteuse retourne la terre, c'est le principe du cimetière, c'est qu'il peut y rester des ossements. C'est-à-dire que quand vous retirez à la main, vous pensez avoir retiré l'intégralité du squelette, mais s'il y a des ossements qui sont plus profonds et que vous les avez pas excavés, il en reste. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que dans des très grands cimetières, voilà. Donc c'est version contre version, quoi. Voilà, il faudrait avoir vraiment les éléments de contexte, parce que les vidéos, finalement, on peut aussi leur faire dire autre chose que ce que. Vous voyez, c'est le commentaire. D'une manière générale, les mairies ont l'obligation. D'une manière générale, les mairies ont l'obligation d'identifier le plus possible et de remettre en un lieu identifiable tous les ossements. Le plus possible. D'accord. Mais c'est vrai que la mairie de Paris, pour l'instant, n'a pas porté plainte. Ils n'ont pas porté plainte. Pour diffamation. Il y a eu quelques communiqués. Il y a eu un papier dans Libération, dans Check News, qui donnait la parole largement à la mairie. Le point de vue de la mairie était plus ou moins adopté. Mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement grave qui mériterait de ne pas être balayé comme ça, comme s'il s'agissait, comme on dit, d'une fake news, parce que c'est la grande mode aujourd'hui. Dès que quelque chose nous est désagréable, on parle de fake news. Non, c'est un vrai sujet. Il s'agit de respect aux morts, il s'agit de dignité, et ça mérite d'être. Et on attend une réponse ou une plainte, voilà, effectivement, à ce moment-là, si c'est faux. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio et on va parler de la fraude dans un instant avec vous, de la fraude aux allocations familiales, entre autres, la fraude sociale. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, jusqu'à 10h, on va parler évidemment du plan du gouvernement contre la fraude sociale. Mais Jacques Miard, vous aviez un coup de gueule. Oh oui. Allez-y. Oh oui, que j'ai un coup de gueule. Pourquoi ? Parce que, vous savez, je vais vous dire, une vie en société, c'est la réalité du quotidien. Et qu'est-ce que l'on constate ? Il ne suffit pas que le président de la République parle de décivilisation pour être satisfait sur un beau concept dont on n'a pas la réalité. On a la peine de mort au quotidien à Marseille. On a des rêves-partis qui se démultiplient et que l'État est incapable de prévenir. On a la drogue au volant de manière continue. C'est-à-dire qu'on est actuellement face à un ensemble de problèmes qui constituent, je dirais, la jungle au quotidien. Et le gouvernement, il observe, il parle de décivilisation avec le chef de l'État. Eh bien, ce n'est pas satisfaisant. Voilà pourquoi je pousse un sacré coup de gueule et dire, messieurs du gouvernement, agissez, mettez un terme à tous ces dysfonctionnements au quotidien qui emmerdent les Français à longueur de temps. Oui, mais vous allez-y, Noémie. C'est-à-dire que vous avez sans doute vu, peut-être que vous en avez parlé aussi, cette campagne de sensibilisation lancée par Gérald Darmanin avec 5 millions de flyers qui vont être distribués contre le sexisme. Ça va tout à fait dans votre sens, c'est-à-dire qu'on prend des mesurettes, on propose des campagnes de communication absolument absurdes, voire médiocres, alors qu'il y a effectivement un phénomène de décivilisation, barbarisation, comme vous voulez, qui s'exerce dans notre pays. Donc on a l'impression que les autorités ne prennent pas du tout ça à bras le corps et ils proposent des mesures ridicules. Mais les 5 millions de flyers, c'est une absurdité totale. C'est un aveu d'impuissance pour moi de la part de l'État. Alors hier, Éric Revel disait peut-être qu'il aurait écrit en gros votez pour moi. Non mais vous imaginez très sérieusement mais on est sur des petites. On va parler peut-être des vapoteuses si on a le temps, mais on a l'impression qu'il y a des espèces de petites mesures un peu démago ou alors le zéro alcool au volant, mesures contre laquelle sont contre les plus virulents défenseurs de la sécurité routière qui disent que ça ne sert à rien. Donc on est sur des mesures complètement démago et effectivement sur les choses concrètes. Vous avez en banlieue parisienne une voiture pour 5 communes. Vous avez peut-être vu cette vidéo de ces Chinois de cette Chinoise qui fait le tour des réseaux sociaux. Absolument. Et en Chine en particulier qui se font agresser en allant à Roissy et qui racontent qu'elles vont au commissariat pour porter plainte et on leur dit il n'y a pas de blessés, circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites, Jacques Miard, sur cette barbarisation. Ces mesures absolument absurdes. La politique, c'est l'art pragmatique et du quotidien. Si l'État n'est plus capable de maintenir l'ordre, mais au sens noble du terme, pas la matraque du CRS,
c'est-à-dire la liberté qui est l'ordonnancement naturel des choses. Eh bien, la population va se prendre en main et on risque d'avoir des constitutions d'autodéfense qui vont mener très loin. Oui. Alors, la matraque du CRS, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais enfin, c'est ce qui reste parfois quand il y a des manifestations qui dégénèrent. Ça reste le bras armé de l'État pour faire régner l'ordre dans certaines situations insurrectionnelles. Jean-Marie Bouchy va dire non. Ouais, je suis pas un grand fan des révolutionnaires qui brûlent les poubelles et qui cassent les abribus, loin de là. Maintenant, effectivement, quand on en arrive au dernier ressort de la matraque, c'est qu'on a perdu l'essentiel. Voilà. Je pense que ça rejoindra Jacques. C'est l'impunité, en fait. C'est ça le problème. Mais l'impunité, elle est aussi due à l'impuissance de l'État et à la police qui n'a pas les moyens d'agir. Vous mettez 15 000 places de prison et vous exécutez les peines, ça ira tout de suite un petit peu mieux dans la population parce qu'il y aura des messages qui seront diffusés. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'impunité totale. Et quand Gérald Darmanin répond avec des flyers, alors on se demandera s'il a sa tête en photo dessus, comme ça fera dans les comptes de campagne. Mais plus sérieusement, ça paraît un peu futile. Voilà. Surtout, et je rappelle le livre de cet ancien journaliste qui s'est fait tabasser, quasiment laissé pour mort parce qu'il a voulu défendre une jeune femme dans le métro. Judicaël Hirel. Voilà, Judicaël Hirel, Concorde Rouge, où il raconte que personne n'est venu à son secours. Donc les gestes, enfin on va voir ce qu'il y aura dans ces flyers, mais enfin les gestes à tenir quand vous êtes victime d'agression, quand vous voyez une agression, sur le principe, ça fait rigoler. Je prévois un papier là-dessus dans le Figaro Vox aujourd'hui. Ah bon, on va lire le Figaro Vox. Parlons donc de ce plan de Gabriel Attal contre les fraudes sociales, fusion de la carte vitale et de la carte d'identité, obligation de résider 9 mois en France pour toucher prestations, plein de mesures de bon sens. Alors on va pas faire les rabat-joie en se disant est-ce que ça pourrait être appliqué, est-ce que c'est efficace. En tout cas, ce sont des mesures qui ont du sens. Et écoutez, ce matin, il était chez nos confrères d'RMC Info, et écoutez ce qu'il disait à propos de la fraude et d'un test qu'ils avaient fait en Algérie. Donc en septembre dernier, on a envoyé 2 agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au consulat à Alger et on leur a demandé de convoquer des retraités, on va dire, quasi centenaires, autour de 100 ans, ou de se déplacer si jamais les personnes ne pouvaient pas se déplacer pour vérifier si elles avaient effectivement toujours droit à leur pension de retraite. Pour vérifier en réalité s'ils étaient toujours en vie. Absolument. Disons les choses. Dans 30% des cas, donc 300 dossiers sur 1000 dossiers, il y avait une non-conformité. Donc ça fait 30%. 30% de non-conformité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Je vais commencer avec vous, Alexis Bachelet. Ce que ça m'inspire, c'est que j'ai l'impression d'avoir entendu ça, je sais pas, au moins depuis 30 ans, quoi. Enfin, des mesures comme celle-là, moi pas. Non, mais des plans. Des plans, lutte contre la fraude sociale, ça y est maintenant. Ça dépend des gouvernements de droite, c'est plutôt la fraude sociale. Les gouvernements de gauche, c'est plutôt la fraude fiscale. Bon, et puis à l'arrivée, on est 20 ans plus tard, quoi. Enfin, je sais pas, je parle sous le contrôle de Jacques Miard, c'est c'est un peu notre sage. Il a été parlementaire plus longtemps que moi. Mais Jacques, dans tes plus vieux souvenirs de parlementaire. Mais t'as déjà entendu des gouvernements. Oui, mais vous avez déjà entendu des mesures comme celle-là. Attendez, des effets d'annonce. Après, il faut regarder les mesures. Oui, ça a au moins le mérite d'être des annonces concrètes, je trouve. C'était totalement sulfureux il y a encore quelques années. Je rappelle le magistrat Charles Pratt qui a été traité de complotiste pendant des années, qui n'a pas été pris au sérieux. On peut quand même déjà reconnaître la qualité de son travail parce que finalement les faits lui donnent raison. Je pense au contraire qu'il y a une prise de conscience sur la question qui n'était pas présente il y a encore quelques années. Je sais pas. Il y a une évolution. Je pense que le terme est la prise de conscience du problème. Alors Jacques Miard, qu'est-ce que vous pensez de ces annonces? Alors écoutez, c'est nécessaire, mais je me souviens que pendant des années, et on a des cas, on voulait avoir la photo, notamment sur la carte vitale, pour, je dirais, contrôler celles et ceux qui pouvaient prétendre à une opération et autres. On m'avait signalé un jour qu'un chef d'entreprise, un de ses employés dit je dois être opéré et je vais être opéré, mais pas dans ma ville, mais un peu plus loin. Et donc il lui rend visite et il demande où est mon employé qui est opéré ici. Il arrive et qu'est-ce qu'il constate dans le lit? C'est que c'était pas son employé, mais que c'était quelqu'un qui était venu du bled pour se faire opérer à sa place. Donc, il y a tout un tas de mesures. Et on avait buté à l'époque, je me souviens, on avait interpellé Xavier Bertrand, on avait buté sur des règles un peu trop strictes de la CNIL, qui disaient il faut faire ci et ça, et à chaque fois, le gouvernement avait calé.
Donc, on sait très bien qu'il y a des mesures à prendre pour éviter cette fraude. Comme de la même manière, et là je veux rejoindre Alexis, en matière de fraude fiscale, il y a aussi des mesures à prendre pour contrôler quand on a des banques françaises qui ont des comptes dans des paradis fiscaux, on peut se poser des questions. Donc c'est une question de mise en place, d'effectivité et pas de baratin. Oui, pas de baratin, mais sur les mesures annoncées, enfin, j'ai effectivement moins d'ancienneté que vous, mais il y a quand même contrôle des retraités de plus de 85 ans résidant à l'étranger, croisement automatique des fichiers des CAF et du ministère de l'Intérieur, ce qui concerne les étrangers en situation irrégulière, création de 1000 postes supplémentaires pour lutter contre la fraude sociale, bon, obligation de résider, donc ça je l'ai dit, plus de 9 mois en France, et puis ce croisement de la carte vitale et de la carte d'identité. Là encore, il va falloir que la loi intervienne et que, parce qu'il y a un problème de croisement des données personnelles, Absolument. et que c'est une nécessité à faire, point barre. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Il y a un moment, on prend les moyens de sa politique. La fin justifie les moyens, dit Saint-Augustin. On va y revenir dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On revient sur les annonces faites par Gabriel Attal ce matin dans Le Parisien. On va tout savoir, on va tout apprendre. Voilà, Gabriel, sans la fraude, tout ça, sans la fraude. Gabriel Attal, c'est à lire ce matin dans Le Parisien, donc pour lutter contre la fraude sociale. Alors, on a beaucoup d'associations qui dénoncent une chasse aux pauvres. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous alors peut-être, Benjamin Cauchy. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je me souviens en décembre 2018 sur des plateaux radio exprimés en pleine période de crise des Gilets jaunes, qu'il y avait de l'argent à trouver et que notamment par la fraude sociale et la fraude fiscale, il y avait moyen de retrouver de l'argent pour redistribuer. Et je me souviens déjà à l'époque, Charles Prats, c'est un vieux copain, m'avait dit parle de la carte vitale biométrique. Et je me souviens avoir eu des députés LREM en face de moi qui me disaient que c'était infaisable, impossible, éthiquement pas correct. Donc je suis ravi de cette évolution intellectuelle. Les 9 mois sur 12 de présence en France pour les retraités, je trouve ça plutôt bien. Faut pas s'en étonner. Au Portugal, pendant des années, il fallait être résident pendant 6 mois pour avoir des avantages fiscaux. Donc on n'invente pas l'eau chaude là-dessus. La concomitance pièce d'identité, carte nationale d'identité, carte vitale, j'ai un peu de mal à y croire parce que qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui a un titre de séjour de 10 ans et qui a quand même droit à une carte vitale? Donc est-ce que le dispositif de carte de séjour va être modifié? Ça m'a l'air d'être une belle usine à gaz. En revanche, faire une carte vitale biométrique, ça a du sens. On parle souvent de fraude sociale à droite, fraude fiscale à gauche. Je trouve que c'est un petit peu caricatural quand même. C'est surtout la fraude à la TVA qui est extrêmement puissante, au-delà des dépenses, dépenses sociales, mais c'est surtout la dépense de la TVA. Si peut-être il y avait un petit peu moins de taxes, peut-être qu'il y aurait plus d'auto-entrepreneurs qui feraient moins de blagues. Voilà. Peut-être, mais le ministre en tout cas se donne. Faut pas trop y croire. Non. C'est pas qu'un sujet migratoire, c'est ça que je veux dire. Le ministre se donne 10 ans pour mener à bien ce chantier. Je sais pas où il sera dans 10 ans, mais en tout cas, il dit que déjà il y a des résultats, que les redressements qui ont déjà augmenté de 35% depuis 5 ans. Donc là, on est dans le 35% de quoi? C'est toujours pareil. Je me souviens d'un rapport de notre ami Tian qui avait estimé il y a au moins une dizaine d'années en arrière la fraude à 20 milliards d'euros. Oui. Donc vous pouvez imaginer, et là Benjamin a raison sur la fraude à la TVA, parce que ça c'est un problème réel et il ne faut pas être sans illusion. Il est nécessaire de contrôler, il est nécessaire de sanctionner. Où je m'interroge, faut-il vraiment 1000 emplois supplémentaires? Là je ne comprends pas beaucoup. Si, on manque certainement d'agents. Si vous pensez à la DGCCRF qui doit contrôler les fraudes. Mais que l'URSSAF fasse son travail, ils ont pléthore d'agents. Oui, donc vous dites ça, c'est pas la peine. Il y a peut-être 1200 départs en retraite à l'URSSAF et on n'est pas au courant. Faut regarder la pyramide des âges aussi. Quand on a des annonces comme ça d'embauche, toujours regarder un petit peu les vases communicants. Oui, c'est la question de la mise en application. On peut faire des belles annonces. Après, il faut savoir comment est-ce qu'on les met en place. Et en l'occurrence, il faut recruter pour pouvoir... Et est-ce qu'on obtient une majorité à l'Assemblée aussi pour pouvoir passer ce type de texte? Voilà la question. Parce qu'après, on peut faire toutes les incantations du
du monde. Le Sénat, a priori, validera au maximum. Ils ont l'air plutôt partants. Mais à l'Assemblée nationale, pour trouver une majorité, ça va être compliqué. Avec les Sacha Houlier d'un côté, c'est fascinant de Gabriel Attal de l'autre. Lutter contre de la fraude, c'est un truc de droite ou c'est un truc qui est totalement idéologisé, etc. Une fraude, c'est une fraude en fait. Fraude sociale, fraude fiscale, c'est du vol en fait. Mais politiquement, ces annonces ne sont pas, si on parle d'un point de vue politique, ces annonces ne sont pas neutres, Alexis Bachelet. On a donné des gages à la gauche d'un côté. Le gouvernement essaie toujours de faire passer la pilule de la réforme des retraites. Donc il a identifié quelques sujets qui peuvent effectivement intéresser l'opinion, les médias et faire passer à autre chose. Voilà, il y a une stratégie derrière. Je pense que on avait constaté en matière de fraude venant notamment, ce sont les entreprises qui se constituent, qui empochent un certain nombre d'avantages et ensuite qui sont dissoutes. Et notamment, on avait relevé qu'il y avait un certain nombre d'ottomans bien connus qui pratiquaient ce genre de choses à longueur de temps, notamment par la constitution d'une société. Ensuite, on met en faillite, on touche un certain nombre d'avantages venant du paiement des salariés et on fait la malle. Mais ça, il y a effectivement divers types de fraudes. On parle aussi des arrêts maladie qui ne sont pas suffisamment contrôlés. On pouvait lire ce matin effectivement ces faux médecins. Il y a évidemment certainement des médecins qui abusent, mais ce sont aussi des fraudes, des gens qui usurpent l'identité de médecin. Donc il y a aussi sur ce plan-là des choses à faire. Donc il y a une multitude de fraudes. Un mot quand même sur la vapoteuse bientôt remboursée. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un sujet anecdotique, mais c'est un sujet de fond politique parce que là aussi, ça sent un peu l'annonce un peu démago. Il n'y a aucune preuve que la vapoteuse permet d'arrêter de fumer. Et pour en avoir discuté avec plusieurs médecins, ils trouvent ça ahurissant parce que dans ce qu'il y a dans les vapoteuses, il y a un nombre de saloperies, pardon du mot, mais de produits chimiques et toxiques qui font que c'est absolument aberrant d'imaginer de rembourser ce type de vapoteuse. Moi, je pose la question au gouvernement, pourquoi ne pas supprimer le tabac, carrément? Pourquoi? Tout simplement parce que le gouvernement va à la pêche aux voix. Oui, on est d'accord. Mais il faut dire la vérité aux gens. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut dire la vérité aux gens, c'est pas... Et comme le disait Alexis, on change de sujet pour noyer le poisson. Oui, Alexis, t'en pensais quoi? Je pense que c'est un peu surréaliste. Associer la vapoteuse à la santé publique, je vois pas le sujet. Qu'on rembourse les patchs anti-tabac, des traitements qui ont vraiment pour but d'aider les gens à sortir des addictions, oui. Mais là, en fait, c'est presque financé, parce qu'on peut aussi être addict à la vapoteuse. Donc ça veut dire qu'on financerait, dans le cadre d'une politique de santé publique, potentiellement une addiction pour lutter contre une autre addiction. Ça n'a absolument aucun sens. Je comprends pas, ils peuvent pas se les payer eux-mêmes. Enfin, on doit toujours compter sur l'État. Oui, c'est ça. En plus, il y a cette question. Pour payer la vapoteuse, pour payer ci, pour payer ça. C'est invraisemblable. Les gens peuvent se lâcher. Non, mais j'étais sidérée, moi, par cette annonce hier. Alors, on nous explique que peut-être ce sera un contenu différent à l'intérieur de ces vapoteuses. Mais enfin, c'est une forme d'infantilisation, encore une fois. Aussi, encore une fois. En fait, on n'est pas dépendant au tabac. On est dépendant à la nicotine. Ça, tous les médecins vous le diront. Donc, tous les systèmes de sevrage qui puissent exister sous forme de patch, sous forme de cachets à sucer ou à inhaler par le biais des vapoteuses est positif dans le sens où on se libère de tous les agents de saveur et texture qu'il y a de goudron qu'il y a dans la cigarette, et les aficionados de la nicotine, ils trouvent leur compte. Moi, j'y trouve un intérêt peut-être d'avoir une prise en charge. C'est qu'on changerait les modalités de distribution des cigarettes électroniques peut-être, et ça éviterait notamment aux gamins d'aller chercher des puffs, ce qu'on appelle des puffs. C'est autre chose. C'est encore autre chose. Les puffs devraient être interdits purement et simplement. Je crois qu'il faut lier ces deux sujets-là finalement, parce que c'est aussi quelque part l'apprentissage. Sa vapoteuse en pharmacie. Pourquoi pas? Je pense que si ça fait partie d'un sevrage tabagique et donc d'avoir un palliatif nicotinique,
donc ça peut passer par effectivement une distribution pharmaceutique. Oui. Alors les pharmaciens, effectivement, le président de la Fédération des pharmaciens dit si c'est un produit de santé, il faudra que l'Agence de sécurité du médicament délivre un label à certaines d'entre elles. Mais pourquoi annoncer des choses qui ne seront pas mises en place ou qui vont mettre des mois et des mois? C'est ça, c'est ce que disait Jacques Miard aussi. On passe, on occupe et la preuve, on en parle. C'est des effets d'annonce, mais encore une fois, je ne comprends pas pourquoi c'est à l'État de prendre en charge ce genre de choses. À partir du moment où on décide de fumer, ou à partir du moment où on est addict, ou à partir du moment où on a un problème avec ça. Parce qu'un homme qui a un cancer, ça coûte une fortune à la collectivité. Enfin, à un moment donné, interdisons le tabac. On peut interdire le tabac, on peut interdire les milliards et les milliards d'euros. La personne qui a décidé de fumer toute sa vie, c'est sa décision, encore une fois. Enfin, je veux dire, l'État ne doit pas entrer à ce point, toujours, de plus en plus d'ailleurs, dans les moindres décisions individuelles, au point de rembourser. Vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de l'idée de rembourser moi, je pose juste la question. Vapoteuse. Non, mais je suis d'accord, mais qu'est-ce qui coûte le plus cher? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Est-ce que c'est soigner quelqu'un pendant 4 ans en phase terminale avec un cancer, des traitements? Je suis d'accord. Il le décide, mais en attendant la Sécu. Bien sûr, mais en attendant, la Sécu va lui payer ses soins. D'accord? Il décide de fumer pendant 30 ans, il chope un cancer, la Sécu l'accompagne jusqu'à son dernier jour. Donc il peut décider lui-même de fumer, ça va peut-être coûter 50, 100, 200 000 euros à la collectivité. Donc est-ce que ça coûte pas moins cher à l'État de prendre 2000 balles, je dis n'importe quoi en chiffre, mais vous comprenez ces proportions, 2000 euros de sevrage nicotinique ou tabagique, plutôt que de payer 200 000 euros à un cancéreux? Et avec toute la détresse humaine qu'il y a derrière. Vous voyez ce que je veux dire? La logique comptable, elle est là, effectivement, on n'a pas à intervenir. C'est la première cause de mortalité en France. On rappelle quand même que les patchs sont déjà remboursés et qu'on attend qu'ils prennent une décision rapide en ce qui concerne les puffs, les fameux puffs qui visent les jeunes. Ce sont des goûts fraises, grenadine, etc. Et ça, c'est une calamité de santé absolument effarante. Donc ce matin, il a déclaré effectivement, il y a eu une dépêche AFP qui dit que le sujet du remboursement est sur la table, etc., etc. Mais bon, on attend effectivement des précisions. La prescription des cigarettes électroniques utilisées comme substitut nicotinique. Moi, j'aimerais bien qu'on me rembourse mon déodorant. Parce que c'est prouvé, avéré que les déodorants provoquent des cancers. Il y a de l'aluminium dedans. J'ai besoin de déodorant au quotidien. Donc, je propose de mettre en place une mesure là-dessus. Je vais la proposer bientôt. Mais bon, si on part dans cette logique-là, on paye plus nos impôts. Moi, je veux justice, c'est pas son métier. Vous voulez votre barbe rasée. Alors, on me dit, c'est pas exactement le sujet n'est pas forcément de rembourser les vapoteuses. C'était la prescription permise aux pharmaciens. Mais je vois toujours pas très bien la cohérence et où est le plan. Si c'est en substitut de ce que disait Benjamin. Oui, mais on rembourse les patchs. Qu'est-ce qu'on va rembourser des vapoteuses? Enfin, qu'est-ce qu'on a besoin de ce sujet-là? Le liquide nicotinique, ça se présente sous forme de petites fioles de 5 millilitres ou 10 millilitres, je sais plus trop, et vous mettez dans votre vapoteuse. Il faudrait mieux leur donner des sucettes. Oui, absolument. Allez, ou une paire de baskets et puis aller courir. Petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, j'avais envie de revenir ce matin sur une déclaration du commissaire européen à l'emploi, puisqu'il plaide en faveur de la semaine de 4 jours. Il a fait la démonstration que ça pourrait occasionner, encourager les jeunes à s'engager dans le monde du travail. Il dit qu'une semaine de 4 jours peut s'avérer utile sur un marché de l'emploi tendu. Donc, les entreprises qu'il mettra en place gagneraient en attractivité auprès des nouvelles générations qui ont une certaine vision de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Alors, je vous ai annoncé le sujet. Noémie, vous vous dites, mais ça existe déjà. Tant qu'à faire, pourquoi pas faire une semaine de 2 jours? C'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. Non, petite blagounette. Non, le fait est que le monde du travail a changé depuis le Covid. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, il y a eu une généralisation du télétravail. Dans beaucoup d'entreprises, il y a au moins 1 jour de télétravail par semaine qui est autorisé. Mais télétravail, c'est du travail. Oui, tout à fait. C'est pas une RTT. Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, la personne reste chez elle. Elle travaille peut-être dans ses chaussons, dans son lit. On n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, il y a le monde du travail qui a évolué. On va déjà vers un relâchement. D'ailleurs, il y avait des études de Jérôme Fourquet là-dessus, de l'IFOP, qui montraient bien que les jeunes générations étaient beaucoup moins aptes
à vouloir s'engager, à vouloir se défoncer pour leur emploi. Donc il y a quelque chose qui change. Les gens veulent plus vivre, les gens veulent plus s'investir dans leur passion. C'est une autre façon d'appréhender le travail. Et j'ai envie de vous dire pourquoi pas. La vie est courte. Mais c'est ce qu'ont fait les restaurateurs. Ils se sont adaptés au sortir du Covid à des exigences nouvelles. Beaucoup ferment plus souvent, proposent 4 jours de travail, 3 jours de repos, en particulier dans des domaines comme celui-là. Alexis Bachelet. D'abord, c'est pas une idée neuve. Michel Rocard en parlait il y a 20 ans. Il y avait même à un moment donné un mouvement un parti politique qui s'était créé pour la semaine des 4 jours. Qui n'a pas recueilli à l'époque, mais c'était il y a longtemps, les suffrages des électeurs. Mais aujourd'hui, je pense que, on peut se dire que c'est dommage qu'il ait fallu une pandémie mondiale pour que les gens prennent conscience que le rapport au travail avait changé par rapport à l'époque de mes parents ou de mes grands-parents. Et ça va continuer, mais ça va continuer pas seulement parce qu'on peut le caricaturer en disant oui, c'est les jeunes générations, ils veulent plus bosser autant que leurs parents. Non, je pense que d'abord la société elle a changé. Effectivement, il y a plus de divertissement, il y a plus de possibilités de voyager, de s'instruire, de faire autre chose que on peut s'épanouir uniquement dans le travail. Mais je pense que contrairement à mes parents qui n'ont fait que ça, par exemple, les jeunes générations ils peuvent s'épanouir aussi autrement que dans le travail, même s'ils sont conscients qu'il faut quand même travailler pour vivre. Mais surtout, il y a un autre phénomène, c'est qu'on parlait il y a quelques semaines de ChatGPT, l'intelligence artificielle, les taux de productivité ne cesse d'augmenter, donc ça veut dire qu'il faut de moins en moins d'heures travailler pour obtenir la même capacité à produire. Est-ce que vous croyez que cette tendance technologique va s'arrêter et que dans 20 ans, on ne sera pas en capacité peut-être de produire 10 fois plus avec 10 fois moins d'intervention humaine? Ça veut dire à ce moment-là que comment est-ce qu'on continue comment est-ce qu'on peut continuer à imaginer que le monde du travail ne va pas être profondément impacté comme il a été par le Covid, par ces avancées technologiques et voire même par le fait qu'à un moment donné, il est probable que les machines soient en capacité de prendre en charge une plus grande partie de l'activité humaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres métiers, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres manières d'intervenir. Il y aura toujours des artisans, il y aura toujours besoin de gens pour visser des boulons et pour avec des exosquelettes. Mais absolument. Et donc oui. Ce que Schumpeter a appelé la destruction créatrice, c'est-à-dire la semaine des 4 jours, c'est pertinent. On détruit certains emplois, il y en a d'autres qui se créent dans d'autres secteurs d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il va y avoir des machines, mais il y aura des êtres humains qui vont contrôler ces machines, qui vont les guider. Donc, je suis pas du tout certaine que cette destruction d'emplois n'entraîne pas ensuite la création d'autres emplois. Alors, Schumpeter, c'était au 19e siècle. Alors, Jacques Miard, tout anticipé. Oui, alors, je vais vous dire, cela me rappelle, et je vous invite à le lire, je dirais, la civilisation des pantoufles de Pascal Bruckner. Le sacre des pantoufles. Parce que je crois que le sacre des pantoufles, exactement, vous avez raison. Et donc, je me méfie des idées à la mode. Et je pense qu'effectivement, il y a certainement une modification des modalités, mais le travail demeure, à mes yeux, le point fort de l'ancrage d'un individu dans la société, et que ça a évolué. C'est pas la première fois qu'on dit, je rappelle que les Soyeux et les compagnons de Lyon avaient saboté la machine de Jacquard, disant que ça allait, bien sûr, les empêcher d'avoir du travail, et puis ça repart. Donc, je pense que l'activité humaine et le travail est en soi quelque chose de très fort, et qu'il faut arrêter de vaticiner, je dirais, des histoires à la bobo qui mènent nulle part. Oui, alors. Ouais, la transition va être terrible derrière Jacques. Alors, Benjamin Cauchy. Merci Jacques. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Il y a un élément que je trouve extrêmement puissant dans cette nouvelle génération par rapport aux 4 jours, et c'est la relation au travail. C'est que, au-delà d'aller chercher de la rémunération, les nouvelles générations sont en quête de sens. C'est vrai. Et donc, ils veulent travailler dans des entreprises qui ne s'engagent pas uniquement pour de la rentabilité, de la réussite économique et de la croissance, mais aussi parce qu'ils s'engagent dans des missions. Alors, beaucoup d'entreprises s'en amusent et repeignent en vert, greenwashing, on est bon pour la planète, on trie les déchets, on s'engage, on se désinvestit, patati patata. Quoi qu'il en soit, beaucoup de jeunes salariés sortant de l'école, et il faut dire que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur mettent des tartines là-dessus, les jeunes sont extrêmement sensibles aux missions qui sont engagés. Et donc, ils préfèrent travailler 4 jours dans une entreprise à mission et avoir 3 jours pour soit faire du tourisme,
C'est une réalité, parce qu'aujourd'hui, c'est un pilier de notre économie. Donc, travailler dans les bureaux, c'est bien. L'industrie, c'est que 15% de notre PIB. L'agriculture se casse la figure. Mais on a aussi l'industrie du tourisme. Et donc, il y a deux choses. Un, les jeunes veulent travailler dans des entreprises à mission, peut-être travailler 10 heures par jour, mais que 4 jours, parce qu'ils veulent profiter d'un équilibre pro-perso, mais aussi voyager, visiter, retrouver des racines, les traditions, aller à Vic-Fezensac, au Feria. Donc, il y a un peu tout ça. Il y a un peu tout ça. Voilà. Donc, je pense pas qu'on puisse le négliger. Et puis, en plus, j'ai envie de dire que c'est de la richesse qui est difficilement exportable. Quand on a 15 jours de vacances, on peut partir au Maroc ou à l'île de la Réunion. Enfin, quoique la Réunion, c'est la France, mais n'importe où, au Brésil. Mais quand on a que 3 jours, on va au Feria de Vic-Fezensac, on investit dans l'économie locale. Donc, le fait de passer à la semaine de 4 jours, c'est pas seulement vouloir travailler moins, c'est aussi consommer différemment. Je crois qu'il faut l'entendre, et parce que c'est générateur d'emploi. Puis il y a la question des salaires aussi. Je suis désolé. Le sens, je suis d'accord, mais le sens, vous allez le retrouver dans un sens collectif. Et non pas dans un sens d'individualisme. Alors ça c'est vrai, c'est vrai Jacques. C'est là où il y a un problème majeur. Et donc il faut se garder de ces jugements à l'emporte-pièce ou en disant ça a complètement bouleversé, on a changé. Rappelez-vous, quand on a fait les 35 heures, les 32 heures à l'hôpital, on a foutu en l'air des économies. Il y a un moment, il faut regarder la réalité telle qu'elle existe. Ouais, alors sur l'hôpital, je suis d'accord, Jacques, mais sur d'autres métiers, je pense que c'est entièrement jouable. Vous prenez des fonctions support dans une grande banque parisienne, bosser 4 jours ou 5 jours, honnêtement, ça va pas changer la donne. Il y a des rotations d'équipe, ils ont déjà suffisamment d'avantages pour pouvoir travailler. Donc les 4 jours, ça peut être une arlésienne pour le boulanger de notre village, mais pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés, des millions de salariés en France, Jacques, ça peut être une solution qui en plus peut être productrice de richesse. Quand tu parles de tourisme, tu oublies de dire que pour que les gens aillent faire du tourisme, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour les accueillir. Absolument. Donc on voit très bien la quadrature du cercle. Les restaurateurs qui bossent 4 jours pour accueillir la question du salaire. Vous travaillez 4 jours, vous serez moins payé. Pas forcément. Pas forcément. Si vous faites 8 x 4, 32, 9 x 4, 36, vous avez fait vos 35 heures. Hein. Vous travaillez de... Vive le travail. Vive le travail. Vive le travail rend libre, on est d'accord. Alors Alexis Bachelet. Non mais Jacques, il dit, c'est un peu un discours de dire voilà, il y a l'économie, c'est le réel, et en fait c'est les règles de l'économie qui priment sur toute autre considération. Sauf qu'à un moment donné, ça c'est une vision, qu'on peut défendre, hein, même idéologiquement. Mais il y a le réel. Quand les restaurateurs n'arrivent pas à recruter, mais bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils montent un peu les salaires, parce qu'ils disent oui, c'est des métiers difficiles, il faut motiver les gens par le salaire, et ils adaptent aussi les conditions de travail et les horaires. Bien sûr. Donc s'il faut recruter une personne de plus pour permettre de libérer quelqu'un, enfin voilà, c'est ça le réel, Jacques. Le réel, c'est quand effectivement, et en plus tout ça, c'est des questions de rapport de force aussi entre le salariat et le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que les choses peuvent se passer parfois naturellement, et puis parfois, faut mener des combats. Et aujourd'hui, c'est vrai que les combats, ils sont peut-être menés plus par l'individu que par le collectif. Et je le regrette, parce que je pense que les syndicats, ils auront un rôle à jouer. Mais si les syndicats sont faibles et qu'ils sont pas capables de peser sur les employeurs, ça renvoie ensuite à la capacité de chacun à faire prévaloir son mode de vie sur un système économique qui, sinon, vise plutôt la rentabilité et l'exploitation. Voilà. Juste, il nous reste peu de temps, mais une auditrice m'envoie ce tweet. Vous savez où sont vos policiers en ce moment, Jacques Miard? Est-ce qu'ils font chez vous? Parce que les policiers du Val d'Oise, sont mobilisés avec le préfet en gare de Sarcelles, Argenteuil et Cergy pour distribuer les flyers pour la sécurité des femmes dans l'espace public, sensibiliser aux gestes. Et donc il y a des photos effectivement de ces flyers et de ces policiers en gare de Sarcelles, de Sarcelles et du Val d'Oise. Et donc je vois ces flyers. Enfin, je ne sais pas combien va avoir coûté. Il devrait aller distribuer les fameux volants, pour parler français et tract. Oui, vous avez raison. Marseille, quartier du Nord, où ils seront bien reçus. Non, mais vous inquiétez pas, Sarcelles, c'est pas mal aussi. Non, mais pour avoir écrit un livre dessus et pour y avoir grandi, je peux vous assurer que déjà le commissariat, c'est un bunker. Ça veut dire qu'il y a la violence dans cette ville-là, elle est manifeste et dramatique. Donc c'est vrai que, c'est presque révoltant, quoi. Vous savez ce qu'il y a sur ce flyer? Vous savez ce qu'il y a, sur ce tract? Déposer plainte dans un commissariat, une brigade de gendarmerie ou tout autre lieu pourra prendre, ou la maison des femmes pourra prendre en compte votre plainte. Sinon, prenez contact avec les associations disponibles sur Ma Sécurité. Donc là, vous avez un QR
QR code, encore faut-il savoir s'en servir. Vous êtes témoin pendant l'agression. Si cela ne vous met pas en danger, intervenez ou tentez de faire diversion, voilà. Et puis sinon, alertez les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'on a imprimé 5 millions de flyers, enfin de prospectus, pour dire aux gens allez dans un commissariat porter plainte ou rapprochez-vous des associations. Enfin, franchement, pathétique. Non. Ce qui est passé dans la tête des personnes, soit du ministère, soit de l'agence de communication qui s'est occupée de nous sortir ce truc, Oui, qu'est-ce qui leur est passé dans la tête? Il y a un BTS Tech Deco derrière. Ouais. C'est pas Non, mais je suis les agences atterrée. de communication, Je suis atterrée. le commanditaire. C'est Je le suis commanditaire. atterrée. J'espère qu'il va y avoir quelques questions au Parlement pour le dire. Depuis quand t'occupes-tu de prospectus de ce type? Enfin, non, mais c'est ce sont des prospectus pour dire aux gens intervenez si vous pouvez pas, n'intervenez pas, et puis appelez la police, formidable. Et aux gens allez porter plainte dans un commissariat. Quand ça me rend dingue. Non, mais il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est ridicule. C'est pour ça que je me demande vraiment comment cette décision elle a été prise et comment elle peut être prise au sérieux, parce que Gérald Darmanin l'a annoncé en grande pompe sur son compte Twitter avant-hier, pardon. C'est catastrophique. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ouais, tout à fait. Écoutez. À suivre, dans un instant, on va parler des femmes avec Laurie Choléwa. Où sont passées les actrices entre 40 et 60 ans? Peu de rôles et les choses sont peut-être en train de changer. On en parle dans un instant.